19h30, heure de la principale édition d'information sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire une place dans vos ménages. Nous ouvrons ce journal avec le social. Plusieurs femmes s'adonnent à la pratique de l'escroquerie qui est un délit d'ailleurs puni par la loi, mais qui serait pour elles un raccourci pour obtenir des biens désirés. Suivons le regard de Holtman Oldo Mabunda dans ce reportage. La gente féminine et gabonaise de façon générale pratique de plus en plus l'escroquerie qui est le fait de soi par l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou encore par l'emploi des manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale, puis la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds ou encore des valeurs au détriment des petites activités rémunératrices qui honorent et valorisent la personne sans aucune dette morale. Cette infraction est prévue et punie par la loi. Ces femmes qui pensent que cette manière de faire serait certainement la meilleure, car sans tracasserie, l'on est servi à volonté. Cette infraction qui est sans nul doute vécue par les hommes est très différente de l'abus de confiance, qui est un mot approximatif à l'escroquerie. Pour le compte de l'escroquerie, la transaction frauduleuse est visible dès le début. Cependant, l'abus de confiance, la personne reçoit le bien ou l'argent et le détourne après. Souvent, les expressions sont en complémentarité utilisées par ces personnes. Pour certains d'ailleurs, cette pratique servirait de chemin court malgré les sanctions prévues par la loi gabonaise. Alors, s'occuper dans une activité quelconque serait non seulement préserver sa dignité, mais aussi échapper aux sanctions pénales prévues pour les actrices actuelles et futures. Dans la commune de Port-Gentil, au lieu dit Henri Clément, les populations sont privées de bennes à ordures. La seule benne qui existe est quasiment pleine d'ordures. Le constat a été fait par Irial Nancy Mbarkouna de Média Plus. La zone dite Henri Clément disposait de 2 bennes à ordures. L'une des 2 ayant été supprimée pour non-entretien, c'est une seule désormais qui sert aux riverains. Malheureusement, l'on note toujours l'irrégularité du service chargé de la collecte. Plusieurs mois s'étant déjà écoulés sans qu'aucune séance de ramassage n'ait été observée de ce côté. Secteur sensible aux inondations, alors que la saison des pluies bat son plein, une mixture qui vient amplifier le calvaire des habitants. Oui, la poubelle là, est là depuis. Ça existe depuis. Il y avait 2 poubelles dans le quartier. Et ils ont enlevé, ils ont supprimé la poubelle qui était devant. Ils ont amené ça ici. Dès tout le monde, tous les habitants de la balise jettent les ordures ici. Maintenant, depuis qu'ils jettent les ordures ici, la mairie ou je ne sais pas, ne font pas leur travail, ne viennent pas ramasser. Il faut que la poubelle remplisse d'abord pour qu'ils viennent enlever. Et si la poubelle ne remplit pas, ne vient pas enlever. Maintenant, là, comme les pluies ont commencé là, ça nous dérange, ça sent. Et l'eau de la poubelle, là, ça descend, ça nous dérange. Il faut que l'État trouve, je ne sais pas, la mairie trouve la solution de cette poubelle. Parce qu'on est fatigué de cette poubelle. Il doit venir enlever. Ah, ça peut faire, ça dépend 2 mois, 3 mois, plus même. Il faut que la mairie trouve la solution. Parce que l'eau là, ça nous dérange. L'eau des asticots, si on n'avait pas fait une fausse barrière chez nous, la poubelle là, ça nous trouve même à la maison, jusqu'à les asticots. Ça rentre même dans les maisons. L'eau de la poubelle, ça, on est fatigué de ça. Il faut que la mairie trouve la solution de ça. Grâce aux odeurs de pourriture qui engendrent des mouches, la situation est encore plus difficile pour cet opérateur économique qui voit l'hygiène de son commerce bafouée. Ça m'embête vraiment. La viande, le pain, le mousse rentre partout. Ça nous embête vraiment. C'est embêtant. Oui, on met le sachet obligé. On ne peut pas laisser ça comme ça. Si une nouvelle équipe est attendue à l'hôtel de ville de Port-Gentil, celle sortante, dont le mandat est encore en cours, devrait prendre ses responsabilités en s'acquittant de son devoir, qui est de veiller au bien-être des populations en gardant la ville propre. Toujours à Port-Gentil, Françoise Nkolofay est une compatriote, fonctionnaire d'État qui fait également dans la décoration. Elle prête ses services dans une maison de fabrication de couronnes, une activité génératrice de revenus. Reportage Raissa Kerialando de Média Plus. La quarantaine révolue, Françoise Nkolofay est une compatriote mère d'une famille nombreuse. Outre son emploi dans la fonction publique, Dame Nkolofay, de par sa personnalité de femme débrouillarde et battante, possède de multiples atouts que d'ailleurs cette dernière met au service du plus grand nombre. L'art et la décoration à travers la confection des bouquets, gerbes de fleurs et chemins de table. Une activité qu'elle exerce aux côtés de ses enfants.
j'ai été motivée. Je n'ai pas été à une école de décoration, mais par la grâce de Dieu, j'ai été motivée à faire ça. C'est un don que Dieu m'a donné. Et c'est comme ça que j'ai aussi appris à ma fille. Tout ce que je fais pas seule, je fais avec mes enfants. C'est sur ça que j'ai été motivée pour faire ça. Je suis fonctionnaire et j'ai préféré lancer ma fille dans ça, parce qu'elle est sortie de l'école, elle n'a pas d'emploi. Au lieu qu'elle soit assise là, elle a quand même quelque chose qui l'occupe. Et moi je viens à l'aide, c'est elle qui gère ici. Là je suis en congé, je profite de mes congés pour pouvoir être avec elle. Je le fais parce que pour arrondir nos fins du mois en fait. À la fonction publique, il n'y a vraiment pas grand-chose. Puis, on a des enfants à l'étranger. Et avec ça, ça nous aide à arrondir la fin du mois. À la question de savoir si l'activité nourrit son homme, la réponse est positive. Si le contexte économique défavorable du pays constitue un motif de dissuasion pour certains, l'activité connaît toutefois une ascension surprenante dans la cité de Sable qui contraint les plus avisés à fixer des prix en fonction de la concurrence. Lorsqu'on a commencé ici il y a 2 ans, ça rapportait vraiment, mais là il y a trop de concurrents. Et maintenant nous jouons avec les prix. Lorsque le prix est un peu élevé, exemple à 70 ou 80, on peut la faire à 60 000. Parce que puis nous avons des clients fidèles aussi, qui viennent vers nous et qui nous envoient des gens, des clients. Lorsqu'on envoie des clients ou des clients, même pour la première fois, on accueille le client et nous faisons un prix. À travers le prix qui est affiché là, si c'est 70 000, ils vont faire à 55 ou 60, ça dépend du client. Il n'y a que de sottes gens, pas de sots métiers. Cette maxime de Leroux de Lancy est une invite au commun des mortels à embrasser les métiers, même les plus modestes, car tout métier est honorable et sait nourrir son homme. Pour revenir à Dame Kolofaï Françoise, sa détermination et son sens de l'initiative devraient servir de cas d'école aux femmes qui hésitent encore à exploiter leurs talents. À Port-Gentil, nous y restons pour parler cette fois-ci de rentrée des classes qui était prévue pour le 1er octobre 2018. Celle-ci n'a pas été effective. Du côté de l'association des parents d'élèves, l'heure est à la concertation. Les précisions avec Esranel Ovonondon. La rentrée des classes pour l'année académique 2018-2019 semble ne pas retrouver son effectivité totale telle qu'est dictée par le ministère de l'Éducation nationale le 1er octobre dernier. Sur l'ensemble des établissements primaires et secondaires de la capitale économique du Gabon, les différents acteurs de l'éducation sont plutôt mobilisés autour des formalités liées aux inscriptions et réinscriptions. Et comme chaque année scolaire, les mêmes problèmes relatifs au taux de cotisation des APE s'imposent. D'où l'interpellation du président de la Fédération nationale en charge de ces structures associatives dans le Goué-Maritime. Au pré-primaire et au primaire, les taux de cotisation sont à 1 000 francs par enfant. Au secondaire et au supérieur, c'est 2 000 francs par enfant. Le Bureau national, lors de nos assemblées, avait décidé de suspendre le taux de cotisation par famille. Il n'appartient pas à l'établissement de dire, bon, chaque famille doit cotiser 10 000. Bon, 10 000, oui. Ceux qui ont 5, 6, 7, 8 enfants, oui, vont cotiser 10 000. Déjà même, on vous parle de famille, 2, 3, 4, 5, vous n'avez que 2, vous payez 10 000. Alors que la FENAPEC a pensé, à 2, vous payez 2 000. Au secondaire, à 2, vous payez 4 000. Et si vous avez 4 enfants, vous devriez en principe payer 8 000 francs, mais on vous prend 10 000. Pour le président Don Francis, il tient lieu de rappeler à l'opinion publique l'autonomisation des associations des parents d'élèves au sein des établissements scolaires. Aujourd'hui, on comprend que ça devient difficile avec les subventions de l'État, le budget qui arrive difficilement ou qui n'arrive presque pas. Mais il appartient au chef d'établissement, en début d'année, s'il veut revoir le taux de cotisation, de convoquer en assemblée générale les parents d'élèves, poser les problèmes de l'établissement et ensemble, ils vont revoir le taux de cotisation. Donc ce n'est pas au chef d'établissement de décider du montant à payer par les membres de l'association des parents d'élèves. Espérons en toute fin utile que le bureau provincial de la FENAPEG prendra enfin ses responsabilités
et surtout les mesures qui s'imposent face à ces nombreuses dispositions constatées dans les temples du savoir ces dernières années. Lesquelles dispositions contraignent les parents d'élèves aujourd'hui à revoir leurs charges scolaires en hausse et dont les conséquences s'expliquent, notamment au niveau des retards accusés pour s'acquitter de leurs formalités en pareille période de rentrée des classes. Sur un tout autre plan, on a souvent confondu le métier de traducteur à celui d'interprète, alors que ce sont deux métiers différents, d'où l'importance de comprendre les tenants et les aboutissants de ce métier, leur rôle de facilitateur dans les affaires et le voyage. Le reportage est signé Fouti Boulanga Mouleka. De voyager ou de vouloir faire affaire avec un interlocuteur qui ne parle pas la même langue d'origine que nous. Et au lieu que la conversation ou la communication ne ressemble à un langage de sourds, en général, l'on fait appel à un facilitateur que l'on appelle professionnellement un interprète ou un autre que l'on appelle un traducteur. Mais quelle différence y a-t-il entre traducteur et interprète? Les métiers de la traduction, ce sont des métiers qui sont écrits. Et l'interprétation de conférence, c'est à l'oral. En fait, voilà, la distinction est simple au départ, c'est que l'interprète va retraduire la pensée de quelqu'un d'autre à l'oral, alors que le traducteur va le faire à l'écrit. Pratiquer un tel métier nécessite de la considération à tous les niveaux, car c'est le rendu du traducteur ou de l'interprète qui fera prospérer le but de l'échange. Les pratiquants d'un tel métier doivent être des personnes plus ou moins complètes, souligne cette professionnelle du domaine. Durant les 3 premières années, ils vont se parfaire dans leurs connaissances linguistiques. Donc, parce qu'il faut effectivement avoir un excellent niveau de langue, de français et de langues étrangères, améliorer leur niveau et devenir des experts linguistiques, ce qui va leur permettre, durant leur master, de se spécialiser, soit donc vers la traduction, soit vers l'interprétation de conférences. Donc là, qui est un autre master avec une spécialisation là qui les emmène vers tous les métiers de l'interprète à l'oral. Là, dans les organismes, les grandes organisations internationales, soit en interprétation de liaison, donc en petit comité. Pour l'interprète de conférence, indépendamment du niveau de langue, un niveau de culture générale très élevé est demandé, puisque la personne doit pouvoir être capable de s'exprimer sur tous les sujets auxquels elle va être confrontée, en fait, soit en cabine, lors d'une conférence internationale à l'ONU, à l'UNESCO ou autre, soit dans le cadre d'une interprétation privée. Donc il faut que la personne soit capable, de par sa culture générale et de ses compétences linguistiques, de s'exprimer et de pouvoir retraduire la pensée de l'un et de l'autre de façon spontanée. En fin de compte, après un bon cursus universitaire, on peut se spécialiser, comme nous l'apprend notre interlocutrice. Et l'on peut travailler soit comme permanent au sein d'une entreprise, d'un organisme ou à titre personnel, car c'est aussi un métier libéral. Quand après l'apprentissage de l'interprétation consécutive, on est passé à l'apprentissage de la simultanée, après la première séance, je me suis dit, c'est impossible, j'abandonne, c'est pas possible d'écouter, de parler en même temps, de comprendre, mais c'est faisable, c'est-à-dire qu'on pratique cette technique et finalement on l'intègre. J'aimais les langues et je voulais utiliser les langues comme finalité. Je voulais un milieu multilingue et l'interprétation était vraiment le métier qui m'offrait à la fois cet environnement multilingue, un nombre important de centres d'intérêt, un métier de communication. Il y a vraiment de tout dans l'interprétation. Même s'il est très effrayant à en juger par ce témoignage. Une note de santé dans cette édition d'information et pour coller à l'actualité de l'heure, notre équipe de reporters est allée à la rencontre du docteur Profil Assoumou, gynécologue, pour nous édifier sur les différents facteurs favorisant le cancer du col de l'utérus et sensibiliser également les jeunes à se faire dépister. Reportage mis en image par Morsconi Ngolba. Docteur, bonsoir. Bonsoir Inès. Nous sommes là pour parler du cancer du col de l'utérus. Les jeunes filles sont nombreuses à accéder très tôt dans les établissements scolaires, secondaires également. Alors que dire en termes de sensibilisation aux jeunes par rapport au cancer du col de l'utérus? Merci Inès de me faire l'honneur de pouvoir parler aux jeunes filles qui sont dans les établissements scolaires. Ce que je peux dire aux jeunes filles qui sont dans les établissements, c'est qu'effectivement, le cancer du col est une maladie qu'on appelle une maladie sexuellement transmissible. Le cancer du col est une maladie sexuellement transmissible.
Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une maladie dont la cause, dont l'étiologie est un virus. Un virus qui se transmet sur le plan sexuel. Pour vous, jeune fille qui avez des rapports sexuels précoces. Donc ça veut dire que lorsqu'on l'a contacté sur le plan sexuel, quelques années après 10 ou 15 ans, on peut faire, ou 20 ans, on peut faire un cancer du col. Et on s'est rendu compte que tout se passe au jeune âge, tout se passe quand on est sexuellement actif. Alors, les facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque? Donc c'est quand on a des rapports sexuels précoces. Lorsqu'on a des rapports sexuels précoces, en ce moment-là, que tout se passe, en ce moment-là, que le virus rentre. Pourquoi? Parce qu'on a des comportements sexuels irresponsables. Pourquoi? Parce que le col est encore fragile. Le col est encore fragile et on n'a pas encore, le col est fragile et c'est en ce moment-là que le virus rentre rapidement dans le col et peut commencer à causer des dégâts. Donc, je demande aux jeunes filles d'éviter d'avoir des rapports sexuels précoces, d'éviter d'avoir des partenaires sexuels multiples, car ça augmente le risque de pouvoir rentrer en contact avec le virus sur le plan sexuel. Donc d'éviter d'avoir des rapports sexuels précoces, d'éviter d'avoir des partenaires sexuels multiples. Et j'informe les jeunes filles, leur dire qu'actuellement, malgré le fait qu'on fait la sensibilisation primaire, c'est-à-dire qu'on prévient, actuellement vous pouvez dire à vos parents qu'il y a un vaccin qui existe dans le marché pharmaceutique et qui peut, lorsqu'on est vacciné à partir de 9 ans, 14 ans, lorsqu'on est vacciné, on est plus ou moins protégé contre ces virus qui sont à l'origine du cancer du col. Mais la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter les rapports sexuels précoces, il faut éviter les partenaires sexuels multiples. Alors les jeunes également s'adonnent au tabagisme et à l'alcool. Est-ce qu'on peut dire que le tabac est un facteur qui favorise également le cancer du col de l'utérus? Le tabac est un facteur qui favorise le cancer de l'utérus, non seulement qui favorise le cancer de l'utérus, mais qui favorise beaucoup d'autres cancers. Alors on ne cesserait jamais de nous dire, le tabagisme est dangereux. Le tabagisme est dangereux. Non seulement il favorise le cancer du col, mais encore il favorise le développement d'autres cancers, comme le cancer de la bouche, comme le cancer de la langue, comme le cancer de la gorge, comme le cancer des poumons, comme le cancer des reins, comme le cancer du foie. Donc le tabac est dangereux. Et en plus de cela, le tabac diminue l'immunité de la personne. Le tabac fait en sorte que lorsqu'on a un tabagisme chronique, les anticorps qui sont là pour nous défendre contre les infections, les cellules qui sont là pour nous défendre contre les infections, ces cellules baissent. Et quand ces cellules baissent, effectivement, on est exposé à plusieurs maladies comme les infections. De la santé à la politique, tout juste un pas. L'entre-deux tours législatives 2018, un moment choisi pour faire le bilan à mi-parcours de la participation de l'opposition gabonaise avant le tournant décisif de ce samedi 27 octobre 2018. Le bilan est médiocre pour la vieille classe politique gabonaise. Suivant le regard d'Ardon Babekong dans cette analyse. Lors de Marc Bongo Ondimba en juin 2009 a joué un rôle central sur la scène politique gabonaise avec l'éclosion de nouveaux acteurs politiques aux côtés d'anciens opposés au système Bongo qu'il disait combattre. Cette symbiose politique très ambivalente n'aura duré que quelques années après sa mort. Succédant à Omar Bongo, Ali Bongo, héritant d'un passif et actif politique difficile à manœuvrer, le fera tant bien que mal jusqu'aux portes de l'année 2015 avant d'assister à la reconfiguration du paysage politique à l'élection présidentielle d'août 2016 qui a révélé d'autres acteurs politiques très jeunes. Le tandem jeunes et anciens subsiste jusque-là. Mais la tenue de l'élection législative 2018 encore en cours sonne apparemment le glas de la disparition de l'ancienne classe politique de l'opposition laissée par Omar Bongo, celle qui a jusque-là fait figure de proue depuis au moins 2 décennies et qui s'était érigée en plateforme politique zonale incontournable. En effet, opposée à l'accession du successeur d'Omar Bongo en 2009 et à sa réélection contestée en 2016, cette vieille classe politique, habituée à la girouetterie politique, a complètement ignoré cette pensée de Jean Racine dans la pièce Britannicus qui dit, je cite, « J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer », fin de citation. En décidant de prendre part à la consultation électorale en cours, n'a pas mesuré cette philosophie de Jean Racine qui s'apparente à l'embrassade dans la trahison,
une espèce de baiser de Judas pour livrer Jésus dans les Saintes Écritures. En effet, se fiant aux accords d'Angondjé, en comptant sur leur fiabilité pourtant décriée, vue comme un trompe-l'œil, les vieux opposants n'ont pas mesuré ou soupçonné leur déchéance. La théorie d'embrasser mon rival pour mieux l'étouffer va leur être appliquée. Se présentant chacun dans sa circonscription pour tant de prédilection, ils ont tous lamentablement hélas échoué. Le vieil âge des uns laisse donc penser à leur retraite politique contre toute volonté, l'adversaire qui les a attirés vers lui, avec de possibles arrangements a su jouer à la malice du corbeau et du renard dans les fables La Fontaine, qui enseignent que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ainsi, pour illustrer avec quelques exemples, René de Maison-Aubian, Michel Mangameson, le couple Manganga Moussavou, Moukani Wangou, Séraphin Dao, Jean-Boniface Assélé, Guy Zoubandama, l'inamovible ancien président de l'Assemblée nationale, sans oublier la désillusion de Jean-Gaspard Ntoutumaï, porte-parole de Jean Ping à l'élection présidentielle 2016, ont tous subi une défaite politique sans précédent qui sonne l'aurore d'une nouvelle classe d'hommes politiques et annonce le crépuscule des uns. Mais il faut se demander à présent pourquoi ont-ils subi un tel revers. En effet, le contexte politique gabonais est atypique. Le moindre changement de ton ou de bord politique temporaire, voire partiel soit-il, sonne comme un acte de trahison, en dépit de l'objectivité ou de la pertinence que présente l'acteur politique pour expliquer un tel changement ou un tel repositionnement. Dans le cas d'espèce, nombreux sont sous le coup de ces scénarios. Vont-ils alors se relever très vite? Pas si sûr, bien qu'en politique tout soit possible. Mais une chose est évidente, sur l'accélération d'avoir en face une classe politique rajeunie, donc opposant naissant, est une véritable évidence, et ce qui accélère, accélère fort, vite et désormais avec assurance. Une classe politique de l'opposition recalée au premier tour dans son entièreté. Qu'à cela ne tienne, nous poursuivons avec l'actualité hors de nos frontières qui nous amène d'abord en France, où les recours de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion ont été rejetés jeudi par la Cour d'appel de Paris. L'ancien président français va former un pourvoi en cassation, a annoncé dans la foulée son avocat. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Malion, un nom qui empoisonne la vie de Nicolas Sarkozy. L'affaire éclate il y a 4 ans. Elle renvoie à la campagne présidentielle de 2012. La justice soupçonne la société de communication Big Malion d'avoir établi des fausses factures. Objectif, masquer les dépassements de dépenses à l'UMP. Les premiers éléments de l'enquête révèlent des coûts exorbitants, 18 millions d'euros de fausses factures, portant les frais de la campagne à un total de près de 43 millions, soit plus de 2 fois le plafond légal. Le scandale prend une autre ampleur lorsque des cadres de Big Malion reconnaissent l'existence d'une fraude. La société était dirigée par des proches de Jean-François Copé, l'un des cadres de l'UMP. Englué dans l'affaire, il démissionne en mai 2014. 13 personnes sont mises en examen, dont Guillaume Lambert, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. L'ex-président, lui, nie être au courant du montage financier. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Mais aux yeux des enquêteurs, le candidat signataire de son compte de campagne ne pouvait ignorer un tel dérapage, surtout après des alertes d'experts comptables. C'est ce qui motive les juges pour renvoyer aujourd'hui Nicolas Sarkozy vers un procès en correctionnel. Mais ses avocats ont annoncé qu'ils allaient former un pourvoi devant la Cour de cassation contre cette décision. Pour protester contre le rejet du projet du budget italien par l'Union européenne, le député européen Angelo Ciocca s'est emparé mardi dernier des notes du commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici et a posé sa chaussure dessus. Nous retrouvons nos confrères de la presse internationale. Entre Rome et Bruxelles, le torchon brûle et cette scène en est le parfait exemple. Alors que la conférence de Pierre Moscovici touche à sa fin, un eurodéputé de la Ligue lui arrache ses notes. Il s'empare ensuite de sa chaussure et l'écrase sans vergogne sur les feuilles du commissaire européen. Angelo Ciocca revient ensuite vers le Français, qui lui tourne le dos et quitte la salle sans un mot. Un geste symbolique sous l'œil des caméras, seulement quelques heures après le rejet du budget italien pour 2019. Une grande première pour la Commission européenne qui donne désormais 3 semaines à Rome pour revoir ses orientations. Hors de question
lui répond Matteo Salvini. Personne ne tolérera qu'un seul euro soit retiré de ce budget. Dans le détail, Rome prévoyait pour 2019 une dette de 130% du PIB, un déficit de 2,4%, soit 3 fois plus qu'avec le précédent gouvernement, et des prévisions de croissance très optimistes, à 1,5%. Cela permettrait à la coalition populiste au pouvoir de mettre en œuvre ses promesses de campagne. Des réductions d'impôts, un revenu universel et une réforme des retraites. Le début d'un bras de fer qui pourrait profiter au gouvernement italien selon ce politologue. Les chefs de la coalition vont pouvoir dire à ceux qui les ont élus, vous voyez, nous voudrions vous donner plus d'argent, mais l'Europe nous l'interdit. Et grâce à cela, ils vont pouvoir faire de l'Europe leur bouc émissaire. Un discours anti-européen assumé, mais le président du Conseil Giuseppe Conte l'assure, il n'y a aucune chance que l'Italie quitte la zone euro ou l'Union européenne. Rien à voir avec ce qui précède David Mbembo Mwanza, nommé à la tête de la Fédération gabonaise de taekwondo par l'ensemble des maîtres réunis autour de Maître Park, 9e dan. Celui-ci en a décidé autrement de l'avenir de cette discipline. Mosconi Ngonba, reportage. Réunis autour du Maître Park Sanchoum pour des questions de taekwondo, le problème de cette discipline sportive vient de trouver solution. J'espère. Moi, je prends premier vice-président. Moi, je veux premier vice-président. Parce que je vais contrôler. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je ne peux pas président. Le maître a décidé. Premier vice-président. Le président, Mbembo. Mbembo. Vous êtes d'accord? Oui. Mbembo. Deuxième président, Lafleur. C'est bon? Vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, Olomo. On travaille, n'est-ce pas? On travaille ensemble. Maintenant, bureau, vous travaillez ensemble. Secrétaire général, tout ça. Ensemble, amène-moi la liste. Vous accélérez ça. Samuel J. il m'a donné pour le texte, tout ça, pour qu'il fait. On va voir avec tout le monde, ils sont là. Bureau, liste. On travaille ensemble, on va voir le ministère avec Samuel J. Une décision sage, mais qui a laissé quelques frustrations. Mais très vite, la sérénité et le calme a rejoint les rangs. Le problème, nous pensons, pour le taekwondo, c'était que nous avions plusieurs candidats. Et si tous ces candidats décident de se mettre ensemble, ça veut dire que nous pouvons aller à la convocation d'une assemblée générale avec une seule candidature et tous les autres candidats dans le même bureau. Et puis, on travaille pour que le taekwondo avance. Parce qu'aujourd'hui, ce sont nos athlètes qui payent le lourd tribut parce qu'ils ne peuvent pas participer aux compétitions internationales. Voilà. Et le Gabon, le taekwondo, le Gabon va avoir des amendes. Les arbitres gabonais ne sont pas désignés à des compétitions internationales parce que la Fédération gabonaise de taekwondo n'est plus active au niveau international. Alors, c'est une solution comme une autre, d'après ce que le maître Park a dit, que nous allons proposer à la tutelle. Si la tutelle est d'accord, c'est la tutelle qui décidera. En attendant l'accord de la tutelle, tout semble clair au niveau du taekwondo gabonais réuni en un seul bloc, avec un seul objectif, redémarrer les activités et permettre au taekwondo de regagner les compétitions internationales. Quelle est la signification du système de localisation GPS? Nous sommes là dans votre rubrique Expression libre. Les éléments de réponse des uns et des autres au micro de Fouti Boulanga à Mouleka face à la caméra de Vitalis Kumba. Je veux dire la signification du système de localisation GPS. Ah d'accord, GPS. Ah là, c'est vrai que je me suis toujours posé la question là-dessus. J'avoue quand même que j'ai du mal à trouver. Souvent j'ai réfléchi, mais jusque-là je n'ai pas encore trouvé l'expression GPS. Pour moi, j'entends par GPS un système de localisation géographique permettant de détecter l'individu à un endroit bien précis. GPS. Ouais. Un bon propre ça. Sincèrement, je sais pas. Mais je sais que c'est pour une localisation. J'ai oublié, sincèrement, j'ai oublié. GPS. Ah ça, GPS.
Là, sincèrement, je n'ai aucune idée. C'est une bonne cible en ce moment. Global, C'est une cible qui fait mal. position, voilà. C'est un système. Global position system. GPS vient du mot anglais Global Positioning System. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée par l'incontournable David Mitola. Merci pour votre fidélité et bonne suite de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.